On se retrouve ici aujourd'hui pour cette première interview dans la présentation des différents métiers de la cybersécurité. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui a travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années, qui s'est reconvertie dans un autre métier de la cybersécurité, on va dire, sur la suite de sa carrière. Donc, on verra ça, on va dire, dans l'échange qu'on pourra avoir aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, pourquoi tu interviens et quelles sont les compétences que tu peux avoir dans le domaine de la cybersécurité? Eh ben, hello à tous. Moi, je m'appelle. Voilà, on va m'appeler John ce soir. C'est pas une question d'anonymat, c'est juste que j'ai pas trop envie de dire mon nom. J'interviens ce soir parce que j'ai fait partie d'une équipe de cybersoc en Blue Team, donc tout ce qui fait partie de la défense, au sein d'une grosse boîte, on va dire, une grosse boîte française. Et, je vais essayer de vous présenter le plus succinctement d'abord le métier et après j'essaierai d'approfondir avec Michael s'il y a des questions un peu plus précises. Exactement. Bah, en tout cas, merci pour cette première présentation. La première question en fait, que je me pose et que je pense beaucoup de jeunes se posent, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là d'un point de vue, si on parle d'un point de vue purement scolaire, après on parlera des compétences nécessaires à pouvoir rejoindre ce type de métier-là, mais quelles sont plus ou moins les études que tu as suivies? Est-ce que tu as fait, je ne sais pas, un parcours avec une école d'ingénieur? Est-ce que tu t'es arrêté au bac? Est-ce que tu as fait un bac plus 2? Est-ce que tu as fait un bac plus 3? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et qu'est-ce que les cours t'ont permis aussi d'apprendre pour arriver à ce niveau-là? Yes. Alors moi j'étais pas très bon jusqu'au lycée, hein. J'étais un gros glandeur, hein, comme on les appelle. Gros joueur de CS, j'ai arrêté de travailler à peu près en première. Et je me suis démerdé pour avoir mon bac et du coup ça m'a pas ouvert beaucoup de portes sur les écoles classiques entre guillemets non payantes. Donc moi je voulais faire du jeu vidéo à la base et j'ai confondu jeu vidéo et informatique. Et je me suis retrouvé dans une école payante qui je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui, hein, qui s'appelle Supinfo. Euh, Et j'ai fait un prêt de l'équivalent des 5 années de Supinfo où je me suis dit, allez, je go in. Et puis c'est parti. Et première année, un peu la douche froide parce que l'informatique, c'est pas le jeu vidéo. Et puis j'ai eu le bon prof qui m'a fait commencer à aimer l'informatique. Et j'ai découvert un autre site, enfin un site internet qui s'appelle RootMe, qui m'a vraiment fait aimer l'informatique et plus particulièrement la sécu en fait. D'accord. Voilà mon parcours scolaire. J'ai fait 5 ans, en gros, dans une école. Comment on appelle ça? Oui, ces écoles privées. Et Ouais, la formation que tu as suivie, effectivement, tu me disais déjà, premier élément, tu as pris une douche froide d'un point de vue informatique, parce que l'informatique, c'est pas les jeux vidéo. Et je c'est pense ça. que beaucoup confondent également l'informatique avec les réseaux sociaux. Il y en a Ouais. beaucoup qui disent, je suis très bon en informatique, alors qu'ils ils savent juste utiliser YouTube et Twitter. C'est un autre monde, c'est un autre environnement, et je pense que c'est hyper important à prendre ça Considération, ouais. en considération. Merci. Et le deuxième aspect, effectivement, toi, tu as choisi de faire une formation en initiale plutôt qu'en alternance. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Sachant que du coup, tu as dû avancer tes frais de scolarité et que je pense que tu as eu quelques stages au fur et à mesure de ta scolarité. Ouais, alors moi, j'ai pas fait de l'alternance parce que je savais pas que ça existait. D'accord, ok. J'ai commencé à faire de l'alternance en quatrième année, du coup, en Master 1. Et à part le rythme qui est vraiment soutenu, t'as jamais de vacances, entre guillemets, hein. Donc c'est quand même un rythme un peu plus soutenu que tous tes potes qui ont des vacances. C'est la belle vie. Tu apprends plein de trucs, tu apprends vachement plus de trucs que tout le monde autour de toi. Tu es payé. Enfin, tu as ta première vraie paye, hein. J'ai même un collègue qui était, si on calculait à l'horaire, il était mieux payé que pas mal de gens que je connais aujourd'hui. Tu peux gérer ton alternance en plus correctement et c'est vraiment agréable. Moi, je conseille à tout le monde de faire de l'alternance. D'accord, donc si aujourd'hui, d'un point de vue scolaire, tu conseillerais certaines personnes, tu leur dirais plutôt de partir sur de l'alternance dès la sortie du bac ou peut-être comme toi tu l'as fait à partir de la quatrième ou cinquième année? Ça dépend comment ils ont vécu le truc ou comment ils veulent vivre leur jeunesse, enfin jeunesse, entre guillemets, hein, leur sortie de bac, entre guillemets. Moi, aujourd'hui, je conseillerais directement l'alternance, honnêtement. Après, si tu veux faire la fête, bah, prends-toi des vacances, mais
Mais ouais, D'accord. c'est Et, important de et faire du l'effort. coup, les cours que tu as eus durant ta formation, est-ce que tu pensais qu'ils étaient utiles, bien structurés, en rapport avec le monde du travail, ou au contraire, tu as Alors, senti un espèce de décalage entre ce qu'on peut nous apprendre à l'école et ce qui se fait réellement dans le métier, dans le milieu professionnel? eh ben, c'était un peu le problème et l'avantage de mon école, c'est que les professeurs pouvaient être des... En fait, ça pouvait être tout. Ça pouvait être des doctorants. On a eu un prof là qui se l'a pété avec ses 2 doctorats et tout. C'était le pire prof qu'on ait jamais eu parce que, bah, en fait, il n'avait pas d'expérience professionnelle autre que ses doctorats. Et c'était pas très drôle. Et à côté de ça, on a eu des profs-élèves qui justement faisaient de l'alternance depuis 4 ans. Donc ils savaient déjà ce que c'était l'entreprise et ils avaient la hargne d'apprendre et de te faire apprendre. Et je remercierai jamais assez mon prof de Cisco parce que c'est lui qui m'a vraiment tout déclenché en première année où je sentais sa passion et je sentais qu'il avait de l'expérience. Et bah, il était top. Et voilà. Donc, Oui, donc tu as préféré effectivement les cours que tu as avec des formateurs qui ont un vrai background professionnel qu'effectivement qu'avec des académiciens où ils ont plutôt une approche très théorique. Et ouais. je pense qu'effectivement, dans le milieu de l'informatique, c'est bien d'avoir de la pratique pour comprendre, pour pouvoir tester, en fait, pour pouvoir vraiment appréhender le Ouais, sujet. ouais. Ça reste vraiment très, très important. Ah, de fou. Et si on récapitule un petit peu tout ça, depuis combien de temps tu es dans le milieu de la cybersécurité? Parce que tu m'as dit que tu avais commencé au début de ton école d'informatique. Est-ce que tu comptes ces premières années comme tes débuts dans la cybersécurité ou tu les vois plus tard? Depuis combien de temps toi, tu estimes être dans la cybersécurité? J'estime être dans la sécu depuis, ouais, en gros, ma dernière année d'école. Donc, D'accord. ça doit faire bah, 10 ans. 10 Ça ans à fait peu déjà près. 10 ans, donc ça fait Ça déjà va une vite. belle période. Ouais, ça va vite. Et Et du coup, quelle était pour toi la période, on va dire, que tu as préférée? Est-ce que c'est plutôt tes débuts dans la cybersécurité? Est-ce que c'est plutôt une fois que tu avais déjà acquis un certain niveau de compétences? Ou c'est peut-être maintenant, aujourd'hui, où tu as adoré toute la période? alors, j'ai pas adoré toute la période. Il y a quand même eu des petits couacs, hein. On en parlera peut-être plus tard. Je sais pas s'il y a une question sur le parcours, mais vraiment, moi, je trouve que là, maintenant, je vis le mieux de la cybersécu. C'est que je suis un peu posé, je vois plus ce qu'est une boîte, je vois plus que et une grosse boîte aussi. Je vois vachement plus les enjeux de la cybersécu. Pas dans le sens ah, c'est important, ça on le savait tous et on le sait tous. Mais justement, prendre un peu de recul et se dire ok, c'est important, mais calme le jeu, pas besoin de stresser pour tout et rien. Ouais, Après, donc on en peut plus. l'expérience, L'expérience, du coup, t'a permis de stabiliser les choses et d'être plus posé vis-à-vis de la cybersec. c'est ça. D'accord. Si on vient sur la partie plutôt aspect métier, est-ce que tu peux nous parler du métier que tu faisais et Ouais. en quoi il consistait et expliquer peut-être le métier que tu fais actuellement parce qu'effectivement aujourd'hui on est plutôt sur la partie SOC, donc service opérationnel de sécurité. Et du coup c'est plutôt cet aspect-là, on va dire, qu'on va creuser en profondeur avec toi aujourd'hui. Ouais. Alors, du coup, moi, j'étais analyste dans un SOC. Après, c'était un SOC qui était en construction quand je l'ai intégré et les rôles n'étaient pas encore ultra cadrés. Mais mon rôle principal, en gros, c'était de faire en sorte que l'entreprise soit le plus défendue, mais surtout que nous détections en cas de compromission ou en cas d'attaque, on détecte vraiment bah, ce qui se passe. Et qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, à travers quel asset il y a eu un problème, et jusqu'où on peut remonter en fait l'attaque si on arrive à la détecter. Parce que c'était un peu ça, en fait c'est ça le nerf de la guerre dans les SOC en défense, c'est qu'on utilise des outils comme des SIEM. Donc les SIEM, c'est des logiciels qui récupèrent tous les logs
de machines. Nous, on essayait de limiter à des logs de sécurité parce que sinon, les volumétries sont monstrueuses et c'est improbable. Et on n'arrive pas à tout ingérer. Et après, essayer de créer des scénarios et si le scénario tape, on lève une alerte et les analystes derrière regardent si cette attaque est un faux positif ou non. Et si c'est un faux positif, tu tries, et puis si c'est une vraie attaque, tu réagis. Et donc la deuxième partie de mon métier, c'était de réagir, savoir réagir. D'accord. Savoir réagir dans une grosse boîte, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de process, beaucoup d'équipes. Enfin, moi, quand je parle d'une grosse boîte, c'est une boîte de CAC 40, donc il faut bien se dire qu'il y a plus de 100 000 assets, 200 000 personnes. Enfin, c'est gros, quoi. Peut-être redéfinir ce qui est un asset pour les personnes qui débutent dans le milieu de la cyber. Ouais. Alors, du coup, un asset, c'est un PC portable, ça peut être un téléphone, enfin, tout outil informatique qui peut nous être remonté en tant que vecteur d'attaque. Pour nous, en tout cas, on a fait comme ça. Et si tu peux nous donner un exemple peut-être de scénario que tu as rencontré, en tout cas qui t'a marqué, pas forcément en donnant les noms des technologies, mais en restant assez généraliste, que ce soit un faux positif et un exemple d'un cas réel de compromission, et de voir un petit peu dans la grande trame comment ça s'est déroulé, comment toi tu l'as vécu aussi, parce que c'est hyper important, il y a la partie technique, mais comment les analystes le vivent au quotidien. Et est-ce que tu peux nous présenter 2 cas si tu en as? Ouais, bien sûr. Alors, dans les cas de faux positifs qui m'ont marqué, c'était on a détecté en gros de l'exfiltration de données via DNS sur nos infras. Et en creusant, forcément, ça pue, hein, ça pue. Et en creusant, on se disait au fur et à mesure qu'on était peut-être 100% compromis, en fait, tellement un truc aussi gros, ça pouvait, ça aurait pu passer, en fait. Et en fouillant, on trouve quand même pas mal de trucs, des machines compromises, on remonte les sources et tout et tout. Et en fait, il s'avérait. Bon, alors là, c'est le stress partout. Il faut voir que pendant une semaine, c'est la crise. Tout le monde est sur le qui-vive. Tu commences à 7h du mat, tu finis à 21h parce qu'on t'autorise à aller te coucher. Et qu'il y a les RH au bout d'un moment qui te disent ça respecte pas les 11h. Donc là, c'est vraiment la merde. C'est les pires moments de ta carrière. Hein. Et jusqu'à ce que tu te rendes compte, parce qu'il n'y avait pas assez de communication au sein du SOC, qu'en fait, c'était une équipe en interne qui faisait des tests de compromission, justement. Et le moment où on a découvert ça, on ne savait pas trop comment réagir au sein de la direction, parce qu'on aurait dû réagir plus vite et savoir que c'était eux. Après, c'était un soulagement aussi que ce soit un faux positif et que ça soit juste des poteaux, en fait, qui essayaient de nous... Ouais, c'est toujours rassurant effectivement de savoir que c'est des équipes internes qui sont en train de mener un audit de sécurité, mais effectivement, C'est ça. les manques de communication dans les très grosses structures, c'est un vrai frein en tout cas à la bonne démarche opérationnelle de toutes les équipes de sécurité. Ouais. Et si on prend le cas du coup cette fois d'une vraie compromission qui n'a pas été un faux positif? Alors, on a été... C'est pas pour nous vanter, hein, mais on n'a pas été compromis plus que ça. Par contre, le D'accord. truc où on arrive peu à réagir et c'est des vrais positifs, et ça, on n'y peut rien, c'est les DDoS. Et on a suivi les DDoS d'une ampleur. Je crois qu'on a été le record en France au niveau bande passante utilisée pour nous DDoS. Pendant 24 heures, tous tes sites ils sont KO, sachant que voilà, on est une boîte du CAC 40, donc on agit quand même avec beaucoup d'utilisateurs en France. Tout le monde, là pour le coup, tout le monde est dans le stress parce qu'on sait que c'est réel, qu'il n'y a pas le. Enfin, on voit l'impact en direct, quoi, et on voit même les impacts financiers.
Et le Ouais, problème, parce c'est que que c'est très au-delà de dur de l'impact réagir. informatique, effectivement, c'est un impact qui est beaucoup plus général, et ne serait-ce qu'en termes d'image, et après, effectivement, en termes d'impact financier direct. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que l'image en pâtit. D'ailleurs, on l'a vu, hein, on a des équipes qui gèrent justement les réseaux sociaux pour voir l'image de l'entreprise à travers les réseaux sociaux. Et ouais, ça a été impactant, ça a été vraiment très impactant. Et en fait, là, on pouvait vraiment rien faire parce que c'était une attaque assez sophistiquée où il- je pense que les personnes qui l'ont faite savaient un petit peu comment réagiraient des équipes comme les nôtres. Et on s'est vu déborder et surtout sans possibilité de réagir. Parce que c'était pas des, c'était que des IP venant de France. Du coup, si on se dit bloquer toutes les IP venant de France, bah, c'est pas possible. Du coup, sinon on bloque tous nos clients. Donc compliqué, très compliqué. C'est des moments où bah, t'attends. Ouais, qui sont effectivement durs en termes de vie, en termes de ressenti. Ouais. Et du coup, là, sur la partie réaction, c'est un point qui est très important que tu abordais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des méthodologies? Est-ce qu'il y a il y a des stratégies? Quelqu'un qui arrive, qui est analyste, on va dire, débutant dans un SOC, il va peut-être se retrouver un petit peu perdu. Comment va se dérouler, on va dire, par exemple, quand on subit un incident comme celui-ci, on subit une attaque, est-ce que chaque analyste a plus ou moins son niveau d'expertise et qui va dire, OK, on va prendre ces décisions, on prend ces décisions-là, ces décisions-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va coordonner? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des fiches réflexes? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Alors, ça va dépendre de la maturité du SOC. Au début de notre SOC, nous, c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment chacun avait sa, son- Ta ce qu'il propre préférait, expérience? ouais, Ouais. sa propre expérience, ce qu'il préférait, d'où il venait, et on essayait de faire en sorte que tout marche. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution du SOC, il y a eu une restructuration un petit peu en pôle d'expertise, en, en hiérarchisation aussi de tout. Et ce qui a fait qu'on a pu, au fur et à mesure, mettre des process, justement mettre des fiches réflexes, comme tu disais, qui permet à à des jeunes sans expérience dans un SOC de ne pas se faire accabler par le run de toute la journée, quoi. Et du coup, pouvoir réagir non pas à des scénarios comme le DDoS où finalement, tu n'es pas prêt à... Enfin, même en lisant des fiches réflexes, tu n'es pas prêt. Parce que le problème, c'est pas tant... Enfin, c'est pas tant le DDoS, le problème, c'est toujours ce qui se passe autour avec tout le bruit ambiant, les chefs qui veulent toujours tout savoir. C'est un peu ça le souci, mais toi, dans ta technique, si le SOC est bien coordonné, normalement, on va te mettre dans une cellule technique qu'avec des experts techniques qui parlent technique. Et ton analyse, tu vas les faire avec ces gens. Et du coup, en découle des expériences justement très intéressantes parce que tu découvres le métier d'autres gens. Par exemple, tout le métier des gens qui gèrent les firewalls, qui gèrent le réseau. Tous ont un rôle à jouer dans ce genre de cellules. Et toi, tu es un peu le superviseur parce que tu as tous les logs de tout le monde. Tu comprends le métier d'un peu tout le monde, mais tu n'es pas expert dans leur job. Du coup, ils te filent des hints, je ne sais plus comment dire en français, désolé. Ouais, oui, Euh, des astuces, des solutions, ils te donnent des c'est voies, ça, des mais chemins à suivre parce qu'effectivement, ils connaissent leurs produits, donc ils connaissent un c'est peu ça. la malléabilité des différents éléments. Mais effectivement, il faut quelqu'un qui soit là pour avoir une vue plus macro Plus et global, ouais, pouvoir c'est ça. regrouper tous les éléments, ouais, et coordonner surtout. C'est ça. Et au-dessus, du coup, normalement, tu as ton chef qui, lui, te donne la vision ben, des gens au-dessus, quoi, qui des fois ont des inputs que toi, tu n'as pas, parce que bah, il y a une hiérarchisation de l'info. Et c'est très intéressant, ce genre de réunion. Enfin, moi, les moments que j'ai préférés dans mon métier, c'est parce que du coup, j'ai changé, comme le disait tout à l'heure Mickaël, c'était vraiment les crises. C'est un peu plus intense, mais c'est vachement plus intéressant que le Parce que ça quotidien. te permettait du coup d'évoluer en termes de compétences beaucoup plus rapidement, d'aborder peut-être d'autres sujets sur lesquels tu n'étais pas forcément à l'aise initialement.
Oui, et puis tu es aussi acculé un petit peu. Tu es acculé, il y a le stress qui joue, il y a plein de choses qui font que il y a plus de challenge en fait. C'est vachement plus. Voilà, Oui, ça donne ça demande envie. de monter plus rapidement en compétences, exactement. C'est ça. Et justement, est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments qui t'ont plu dans ce métier, hormis la gestion de crise, parce que ça reste que des Ouais. éléments, je pense, qui sont quand même très anecdotiques. J'espère en tout cas que vous Ouais. étiez plein en gestion de crise tous les jours, hein, parce que sinon, ça veut dire Non, qu'il y avait peut-être des vraies problématiques, mais non, je ça pense qu'il y a arrive peut-être une d'autres fois. éléments qui te plaisaient. Oui, oui, oui. Une gestion de crise, ça arrive une fois, 2 fois par an, maximum, hein. Sinon, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Et du coup, Euh, dans ton quotidien, quels étaient les éléments qui te plaisaient du coup? dans les éléments qui me plaisaient beaucoup, après, moi, voilà, comme j'ai dit, je viens de Routemy et j'avais ce côté un petit peu attaquant qui me trottait. Et dans le côté Routemy, en tout cas, qu'on peut retrouver dans Routemy et que tu peux retrouver dans un métier dans la Blue Team, c'est le forensic. Quand il y a eu Un cas de compromission, effectivement, de pas pouvoir forcément, remonter justement. toutes les J'ai traces. essayé de chercher le terme pour te dire que c'est potentiellement quelque chose de compromis. On coupe tout, enfin on coupe pas tout dans le sens où on débranche la prise, hein, mais on a des outils aujourd'hui qui permettent comment on appelle ça, d'isoler voilà, d'isoler l'asset pour faire en sorte que la seule communication réseau qu'il ait le droit de faire, c'est avec les consoles qui font de la sécu, typiquement antivirus, et le DR. Le DR, c'est un espèce d'antivirus plus sous stéroïde. À la fin, ça devient un geek, quoi. Et du coup, derrière, on récupère tous les dumps de la RAM et trucs comme ça, et on essaie de voir si vraiment l'asset est compromis. Et moi, le forensic, j'ai toujours adoré ça, et c'est vrai que dans le métier que j'ai pu faire, c'était vraiment ces bouts de forensic que j'adorais voir. Mais bon, ça prend beaucoup de temps. Je le prends un peu comme du reverse de malware. Quand tu es ciblé d'un malware qui est très particulier, bah, c'est bien d'arriver à faire du reverse. Ça prend malheureusement beaucoup de temps. Et du coup, une ressource dédiée à ça, c'est quasiment impossible, en tout cas dans le métier que je faisais. Et le forensic, à l'instar, c'est un peu pareil, quoi. Très bien. Et du coup, peut-être certains éléments te plaisaient moins. Et Ouais. du coup, qu'est-ce qui te plaisait peut-être moins dans ce métier? Alors, ce qui me plaisait vraiment pas, après, je sais pas si j'ai fait qu'un seul SOC, hein, donc je peux pas extrapoler, surtout quand je lis les notes du SOC de Netflix, par exemple. Mais c'était le nombre de faux positifs. Euh, J'avais l'impression de trier du faux positif. Et si je trouvais un faux positif, oh, ça faisait ma journée, quoi. Et en fait, on a des règles qui s'affinent au fur et à mesure. Et certes, toute la journée, tu essayes d'améliorer, mais malheureusement, tu as énormément de boulot à côté aussi. Donc, tu fais en sorte que la règle, elle marche toujours. Mais nous, on n'avait pas de pré-prod parce que ça coûte vraiment cher des SIEM. Tu ne peux pas vraiment faire une pré-prod de SIEM. Tu ne peux pas avoir une pré-prod ISO, en tout cas, avec tous les logs et tout. Donc, tu es obligé de tweaker ta règle en prod. Donc, si elle ne marche plus, ça peut générer des problèmes. Et ouais, au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin, selon l'adage. Et ouais, trier du faux positif, faux positif, faux positif, voire même des fois, j'avais ma bannette de, je sais pas, 30, 40, 50 cases parfois, où je voyais une alerte, je me disais, rien qu'au titre, ah bah là, je pense que c'est un faux positif. Et en fait, au bout d'un moment, il y avait des alertes de 9h du matin, alors qu'il était 18h. Je prenais l'alerte de 18h parce qu'elle me paraissait plus probablement malveillante, quoi. D'accord, Et donc effectivement, ouais. C'est ce tri qui était peut-être un peu lourd.
et qu'effectivement, plus ça avance dans le temps, plus c'est censé être affiné, mais c'est vrai que C'est les ça. débuts sont vraiment compliqués, ouais. Ça, les débuts sont compliqués. Et peut-être aussi on n'avait pas assez de ressources pendant un moment. D'accord, qui après effectivement plutôt lié à la structure dans laquelle tu vas intervenir, qui va mettre plus ou moins de moyens. C'est ça. Mais oui, ça peut être des fois des problèmes qui sont un petit peu communs, mais ça c'est pas forcément lié qu'à ce métier-là, hein. Dans les métiers de la cyber, de par la pénurie en fait de recrues dans ce domaine-là, ça devient vite compliqué pour arriver à être bien staffé. Et tu nous parlais un petit peu de ta journée, tu nous disais des horaires entre 9h et 18h. Tu nous parlais un petit peu des différentes tâches. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type que tu pouvais avoir quand tu travaillais dans ce domaine-là? Ouais, bah, nous, on avait une appli qui en gros, je reprends depuis le début. Donc, le SIEM, c'est quelque chose qui collecte des logs, qui a une espèce d'intelligence pour remonter des alertes via des corrélations de logs entre je sais pas, des firewalls, des switches, des assets finaux. Bref, à travers tous nos outils, on arrive à créer un scénario. Et si le scénario trigue, ça nous crée, nous, une alerte. L'alerte, elle remonte sur je ne sais même plus comment on appelle ça, mais Sur un une appli. dashboard, peut-être sur un outil de ticketing? Ouais, un outil de ticketing. J'aurais plutôt dit ça, mais je sais que ça a un nom particulier. Et, et du coup, nous, derrière, on se mettait sur cet outil. C'est notre outil principal, hein. Franchement, ça s'appelle The Hive. Ça a été développé par une banque, je ne sais plus laquelle. BNP, non, bref. Et derrière ça, en fait, on récupère un case. Et ce case, eh ben, tu l'analyses. Et ça commence de 8h jusqu'à ce que tu arrêtes, hein, où en gros, ben, tu reçois le truc, tu vois la description de l'attaque, quels ont été les assets impactés, les assets fautifs, quelle a été l'action, si cette action a été loguée, quelle a été cette action. Typiquement, quelqu'un a essayé de brute forcer une session SSH avec le compte route. Et ben, typiquement, je sais pas, hein, je dis un truc au pif, mais si au bout de 10 essais en moins de 5 secondes, il y a eu sur tentative root password, eh ben, on va soulever ça. Et derrière, c'est à toi de corréler toutes les informations avec d'autres trucs externes, typiquement des bases de. Ça s'appelle des CMDB, mais en gros, c'est des grosses bases de données où il y a tous tes assets de ta boîte pour voir si bah, ça ne serait pas un faux positif parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un script qui essaye de se loguer, mais le mot de passe, il a changé. Tu vois. Et du coup, voilà, c'est à toi de voir si l'alerte qui est remontée est vraie ou fausse. Si elle est vraie, du coup, agir à travers les outils qui sont à ta disposition ou les équipes qui sont à ta disposition pour réagir. Typiquement, on a eu un cas où on a eu un malware, comme tout le monde, hein. On a eu un crypto qui a commencé à chiffrer une de nos ressources. Et ben à l'époque, on n'avait pas d'EDR, on a dû agir rapidement. On a appelé les équipes réseau pour isoler tout le sous-réseau de notre magasin, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc, ouais, effectivement, tu t'appuyais sur des ressources qui étaient mises à ta disposition en fonction des différentes tâches à réaliser. Et tu me donnais quelques outils. Est-ce que tu as le droit d'en citer déjà quelques autres que tu avais l'habitude d'utiliser ou pas? Et si oui, lesquels? Ouais. Je réfléchis un petit peu, désolé, parce que je sais pas ce qui est légal ou pas de le dire. Mais en gros, en SIEM, on utilisait la suite Elasticsearch. Donc, la partie ELK. La partie ELK, ouais. Et en EDR, du coup, mais c'était un peu plus tard, du coup, on a utilisé l'EDR en fait d'Elastic. D'accord. Ok. Donc, plutôt sur des Ouais. outils open source
qui sont accessibles, on va dire, à la plupart des personnes. Donc, les gens peuvent se former, on va dire, dessus, s'ils ont envie de monter en compétence dessus. Alors oui et non, parce que je sais que beaucoup de nos concurrents étaient sur Splunk au niveau SIEM. D'accord. Parce que Splunk, ça reste la référence. Je crois qu'ils sont encore en haut du Gartner. Donc sur les grosses boîtes, le Gartner, ça a une importance assez accrue. Et ouais, je sais que beaucoup de gens étaient sur Splunk. Ok. C'est vrai Après, que de mémoire, il existe une licence gratuite, ou du moins un d'essai là, sur Splunk pour les personnes qui veulent essayer sur un tout petit nombre d'assets et qui permet au moins de prendre en main les différentes règles. D'accord. C'est vrai Parce que que, nous, on parle de gigas, ouais, bien sûr. de centaines de gigas à la journée. Ouais, moi, je pensais plutôt effectivement aux étudiants qui souhaitent se lancer dans le domaine et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des licences, que ce soit du Logpoint, que ce soit tous les SIEM là, qu'on peut trouver en version professionnelle avec un certain nombre d'assets et autres, qui coûtent des fois des dizaines de milliers d'euros, voire même plus, en fonction des implémentations qu'on va choisir. Donc effectivement, ça peut leur permettre d'avoir déjà une première idée, de pouvoir rentrer peut-être un peu dans les règles qui sont mises en place sur la création des règles sur ce genre de choses. Et justement, si on parle un petit peu de ton métier, est-ce que tu avais un moment où tu pouvais innover dans ton métier, ou est-ce que c'était ni plus ni moins que du suivi de procédure généralement? Alors moi, du coup, j'avais la chance d'être considéré comme niveau 2, niveau 3. Donc on avait un niveau 1 qui vraiment était full procéduré, voire même c'en était un peu dérangeant quand tu récupérais leur case, parce que des fois, ça sortait d'une action basique de la procédure. Bah, ça nous était remonté. Donc, moi, j'étais niveau 2, niveau 3, ça veut dire que tu récupères entre guillemets, les pots cassés du niveau 1, les analyses un peu plus approfondies, et en effet, le côté innovation. Alors, le côté innovation, on se l'est plus ou moins réparti à travers l'équipe parce qu'il y avait des pôles qui nécessitaient plus d'innovation que d'autres, ou qui avaient plus d'importance dans le moment où on le voyait que d'autres. Typiquement, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, le forensic, c'était pas le moment d'innover dans le côté forensic, hein. Clairement, on avait d'autres chats à fouetter. Donc, on laissait l'innovation à d'autres dans mon équipe pour arriver à. Mais oui, on avait tous au moins une journée d'innovation, allez, dans l'idéal par semaine et dans la réalité toutes les 2 semaines. Ouais, ce qui est déjà, on va dire, une bonne base. Et cette innovation, elle portait plutôt sur l'amélioration des outils existants, sur la détection des incidents de sécurité, sur l'amélioration des process peut-être, je ne sais pas. Alors, Quel du coup, était moi, l'objectif en général, ouais. du moins dans ton cas, de l'innovation? Du coup, dans l'amélioration de la sécu, enfin des détections, moi je ne le mets même pas dans l'innovation, du coup. Je le mets D'accord. dans le travail quotidien et surtout dans le travail de certains qui ont vraiment. Enfin, moi je ne savais pas faire des scénarios typiquement. Je savais réagir, faire de la technique, je savais attaquer, mais je ne savais pas forcément créer un scénario de nulle part avec des logs, quoi. Par contre, il y en a qui le font très bien. Et du coup, la partie innovation dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt amélioration ouais, des process, des outils, de la réaction aussi, pour éviter à tout analyste d'aller cliquer à des endroits ou aller chercher à des endroits qui servent à rien. Tout dans l'application, The Hive, on arrivait en fait, à avoir un dashboard qui nous mettait les assets ou les IOC, donc les indices de compromission. Ça peut être une IP, une URL, un nom de domaine. Et derrière ça, en fait, on avait sur chaque IOC des actions possibles. Et en fait, sur ces actions possibles, c'était aller voir si cette IP est bloquée sur nos proxys, est-ce qu'aller voir enfin, plutôt un DNS est bloqué sur nos proxys, voir qui a cliqué dessus. Typiquement, sur un cas de phishing, on voit qui de Madame Michu ou de Jean-Michel
de l'après-vente, est-ce qu'il serait allé cliquer sur ce phishing? On voit ça directement à travers un panel de logs en fait, et de scripts que des gens ont fait qui voilà, font partie de l'amélioration continue et des temps d'innovation. D'accord. Je sais pas si j'étais bien clair. Mais... Oui, oui, non, c'était parfaitement clair. Tu me disais qu'il y avait 3 niveaux au sein du SOC et tu me dis que chacun a des compétences plus ou moins spécifiques. Est-ce que vous êtes tous des analystes ou est-ce qu'il y a d'autres métiers qu'on pouvait retrouver au sein du SOC? Alors, du coup, je sais pas, encore une fois, je sais pas comment marchent les autres SOC, mais les analystes, nous, c'était une partie du SOC. On était donc ce qu'on appelle la Blue Team, vraiment là pour analyser les scénarios, tout ça. Bon, je pense l'avoir déjà pas mal expliqué. Et à côté de ça, on a une équipe qui gère tout l'outillage du SOC, donc la création et la gestion de l'outil The Hive. Derrière, il y a quand même une appli, des serveurs Linux, en l'occurrence des Docker et tout ça. Donc, il fallait du DevOps, des gens qui gèrent là-dedans et qui ont le temps alloué, en tout cas, à faire ça. Donc, il nous faut une autre équipe pour ça. D'accord. Et selon les SOC, il y a aussi une partie attaquante. D'accord, OK, qui sont rattachés après ça. Effectivement, c'est plutôt dans la partie Red Team qu'on verra, je pense, dans une prochaine interview, parce qu'elle mérite, je pense, un élément complet pour être expliqué, Ah ouais. pour être détaillé. Et du coup, est-ce que toi, tu estimes que tu avais des contraintes, que ce soit d'un point de vue organisationnel, légal ou autre, au sein de ton métier? Ah, légal, oui. Oui, oui, légal. On est vraiment surveillé par les hautes instances je sais même pas qui. De l'État, De l'État, ouais, moi je on dirais va que dire c'est ça. l'État. Mais on est surveillé, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, il y a beaucoup d'audits qui essaient de voir si on fait les choses bien. Si on ne les fait pas bien, on a un certain temps pour les corriger. Et oui, contrainte légale, clairement. Et puis, il y a aussi de la confidentialité de données. Nous, quand tu es dans un SOC, tu vois des choses, tu n'as pas le droit d'en parler. Point. C'est Comme dans effectivement beaucoup de milieux cyber qui touchent à tout ce qui peut être financier, industriel, santé. Voilà, effectivement, on est sur des secteurs qui sont quand même très particuliers, avec des contraintes légales qui sont très fortes. En plus, dans la contrainte légale que tu devais avoir, lorsqu'il y a une intrusion, si jamais ça doit être porté devant un tribunal, il faut absolument que les exactement. éléments qui soient apportés soient valides et du coup qu'ils aient pas pu être compromis en cours de route en fait. C'est ça, exactement. C'est Effectivement. le motto de la sécu, hein, ouais. Ouais, C'est d'autant plus que je pense que sur du test d'intrusion, qui était plutôt mon domaine, où effectivement, nous, dès qu'on avait déjà un cas d'intrusion avéré, avant qu'on passe lors de l'audit, effectivement, on levait tout de suite les mains. Et là, c'était les équipes internes qui prenaient le relais en essayant d'identifier effectivement ce qui avait été fait et ce qui n'avait pas été fait. Et c'est là où effectivement, il ne faut pas qu'il y ait eu une compromission, il ne faut pas qu'il y ait eu une modification, une altération des données qui ont pu être collectées, si jamais c'est mené devant un tribunal, sinon ça serait pas recevable. Et ça, je ouais. pense que c'est hyper important. Mais c'est hyper important, d'autant plus dans la défense, c'est que on va pas t'en vouloir de t'être fait attaquer parce que ça arrive à tout le monde. Par contre, on va t'en vouloir de ne pas pouvoir montrer d'où c'est venu, pourquoi et comment on aurait pu faire autrement. Et ça, si tu n'as pas la donnée, enfin, si la donnée a été altérée, c'est mort. Et il faut bien faire attention justement dans les outils qu'on va aller chercher, parce que certains outils n'ont pas des données recevables légalement, parce qu'elles n'ont pas un tampon État, voilà, on va l'appeler État, tampon État, données recevables, quoi. D'accord, donc ouais, effectivement, c'est des choses qui sont quand même très, très, très spécifiques. J'avais préparé un pool de questions sur tes aspects métiers, sur le fait que tu étais nomade ou plutôt sédentaire, mais ça, je pense tu as bien répondu à ta question sur le fait que dans un SOC, vous êtes un seul endroit dans lequel vous pouvez travailler. Et Alors, si c'était un temps plein comme métier, à moins qu'il y oui ait et des non. informations que j'ai. Vas-y, Oui et non. je te laisse prendre la suite de la question du coup. Après, ça va être très court.
Mais en gros, dans des SOC gros comme dans Dans lequel tu sécurité, travaillais? voilà, il faut quand même une redondance. Donc, tu as un site obligatoire, mais nous, on en avait 3. Voilà. Donc, tu peux aller dans les 3 sites si tu as envie. Mais en vrai, moi, j'étais très bien là où j'étais. Je ne bougeais pas de chez moi. D'accord. Et justement, quand on parle de temps plein sur ce métier-là, est-ce que c'est les 3-8? Est-ce que tu es plutôt en horaire de journée? Est-ce que c'est quoi? C'est un volume de 35, 40 heures, 50 heures? Dans ton cas à toi, après, je sais qu'effectivement, ça varie en fonction des structures, mais dans ton cas, on était plutôt sur quoi comme volume horaire? Alors moi, je crois que dans mon contrat, c'était écrit 42 heures. Dans la réalité, ça dépendait vraiment des semaines. Si la semaine... Après, la semaine, elle n'est pas finie tant que t'as pas respecté ton contrat horaire, entre guillemets, en gentleman agreement avec ton chef, quoi. Mais en gros, moi, il y a des moments où je finissais à 4 heures parce que j'avais vraiment pas de boulot et que, voilà, je savais qu'il se passerait rien. Et à côté de ça, bah, il y a des jours où je finissais à 21 heures à manger sur le pouce parce que bah, c'était chaud et on était tous d'accord pour se soutenir mutuellement et bosser tous un petit peu plus pour typiquement en cas de crise, quoi, hein. Et mais dans l'ensemble, c'était des horaires assez flex, hein. Bah, on est quand même âgé, donc si tu fais ton job à la fin de la journée et que tu as d'autres gens pour soutenir en cas d'absence, c'est OK. Plus Et, des astreintes. d'accord. Oui, parce qu'effectivement, ce que j'allais dire, c'est qu'après, il y a les aspects nuit et week-end. Et après, je pense que ça va dépendre de la taille du SOC et effectivement des moyens qui sont mis en place. Est-ce que vous aviez une équipe, en tout cas, qui faisait ces aspects-là, qui faisait ces horaires-là? Ouais, on a une équipe 24/7. D'accord, C'est qui tout du coup niveau, hein. est effectivement. Donc, qui eux traitaient peut-être la première partie, et si jamais il y avait une escalade plus haut, comme tu disais, sur un niveau 2, niveau 3, peut-être que là, c'était de l'astreinte pour les niveau 2, niveau 3? C'est ça. D'accord. Ok. Et si toi, aujourd'hui, tu devais conseiller quelqu'un qui devait rentrer dans ce métier d'analyste, quelles sont pour toi les compétences qui sont nécessaires pour devenir bon dans ce domaine-là? La persévérance. Moi, c'est vraiment le truc que je manquais. Persévérance, la ténacité, la hargne, je ne sais pas comment on peut le dire, mais qu'on peut avoir très bien dans un autre bout de l'informatique, hein. Attention, c'est pas du découragement. C'est juste que si tu as, la fibre pour avoir ce petit bout de tiens, si ce scénar il marchait, tiens, je vais aller le tester, je vais aller écrire 2-3 bouts de code qui font que ben, sur mon SIEM, tout fonctionne à la pépite et que j'ai un dashboard qui donne toutes les informations. C'est trop bien pour toute mon équipe. C'est vraiment cette hargne en fait de faire les choses bien. Et un autre truc que je manquais, c'était la parallélisation. Arriver à gérer plein de sujets différents sur des timelines vraiment différentes. Typiquement, si au bout d'un moment tu dois gérer des campagnes de patching parce qu'il y a eu la dernière vulne qui est sortie, et ben des fois le patch ça peut prendre 6 mois. Alors que tu as un petit sujet où Madame Michu s'est fait ficher, ça peut très bien te prendre 5 minutes pour voir que le phishing bah, il n'était pas méchant, mais tu dois quand même traiter ça aussi avec autant de, comment on appelle ça? D'efficacité et de rapidité que possible. Non, de rigueur. De rigueur. De rigueur. En fait, c'est de la rigueur. Ouais. Faut être très rigoureux dans ce métier. Tout est noté, tout est pas noté dans le sens A, B, C, on s'en fout, hein. Enfin, 20 sur 20, c'est 15, 10. C'est plutôt tout est logué et tout à la fin et il y a une revue en fait de la qualité de ce que tu fais. Et si tu es dans un SOC qui est assez évolué, tu as des SLA, tu as des trucs comme ça. Donc tu dois
tu dois respecter quand même. Ouais, tu dois avoir une énorme rigueur. Et moi, j'en manquais énormément. Donc, ça ne marchait pas tout le temps. Et si on parle plutôt de compétences techniques, du coup, parce que là, c'est plutôt les compétences, on va dire, humaines. Et en Ouais. compétences techniques, si quelqu'un devait se former, quelles sont les thématiques, en tout cas, qui seraient bons qu'il aborde pour être performant ensuite en tant qu'analyste? Ouais, alors ça c'est compliqué. En vrai, aujourd'hui, je dirais lecture de log, arriver à lire un log et surtout travailler avec ce log. Mais du coup, si ce log à travers un SIEM est totalement visible, en fait, c'est ça le problème, c'est que tu dois être un petit peu un couteau suisse, vu que tu as des logs réseau, tu as des logs antivirus, EDR, firewall, reverse proxy, tu dois avoir un peu une vision globale où tu dois savoir tout lire sans être expert, forcément. Tu as le droit d'être expert à un endroit et ça serait parfait que tu sois expert partout. C'est pas possible. Donc ton but, c'est d'arriver à tout lire et de te démerder avec. Et d'être débrouillard et de savoir chercher sur Google. Mais ça, comme tout le monde, je pense, en informatique. Ok, bah en tout cas, effectivement, je pense que c'est des bonnes compétences à avoir. Si on parle d'un sujet qui est peut-être plus terre à terre, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bah voilà, qui veulent devenir analystes, mais qui n'ont pas trop d'idées des grilles de salaire qui sont appliquées dans ce métier. Tu me disais qu'il y avait niveau 1, niveau 2, niveau 3 chez les analystes, en tout cas dans le socle dans lequel tu pouvais travailler. Globalement, est-ce que tu as une idée des échelles de salaire, sachant que toi, tu as eu ta propre évolution, sans forcément parler de ton salaire propre, mais en tout cas, qu'est-ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle Alors, dans ces éléments-là? j'ai pas les chiffres exacts du marché. Ouais, oui, mais Mais dans les grandes lignes. dans les grandes lignes, en gros, je pense qu'un niveau 1 basique, simple, comme dirait un rappeur, euh, on peut demander 20K, mais c'est vraiment On parle en annuel brut. en annuel brut, ouais. D'accord, ok. C'est Et vraiment la personne, c'est l'équivalent de la personne que tu appelles chez un opérateur connu quand tu as un problème avec ta box, quoi, hein. Il reçoit un truc, il suit une feuille et pouf, il répond à d'accord, la feuille avec la feuille. Et après, quand tu atteins un peu plus, quand tu vas un petit peu plus dans des socs qui sont prêts à te donner une chance de réfléchir, là, on peut, hors Paris, parce que Paris, c'est encore différent, on peut atteindre en entrée, en junior, je pense qu'on peut aller à 35K, jusqu'à monter côté Paris. Je crois que j'ai un collègue qui a été embauché il n'y a pas si longtemps à 42 en sortie d'école. d'accord. Alors peut-être avec un niveau d'études peut-être plus important, peut-être une expérience plus importante. Après, effectivement, Bah, les pas à salaires de Paris, Paris sont toujours ouais, plus importants qu'en en province, comme en ils disent. province. Mais du coup, on va plutôt prendre le cas de la province, qui est le cas de beaucoup d'auditeurs qui nous suivent. Et après, donc ça, c'est pour le niveau 2. Et après, peut-être que c'est pas plafonné, ou est-ce qu'il y a quand même une idée des grilles de salaire Non, c'est pas sur le... plafonné. En vrai, c'est pas plafonné. Il y a vraiment. Si tu montres que tu as une expertise qui est très recherchée, et si ce socle recherche vraiment cette expertise, eh ben, tu peux gérer vraiment ton salaire. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un avec 5-6 ans, allez, un peu plus, une dizaine d'années d'expérience avec une compétence spécifique en province, il peut aller taper les 60 assez, assez facilement. Donc, on parle de 60 000 euros bruts annuels hein, Voilà. pour tout le monde, que tout le monde soit au clair sur ça. Et du coup, ce salaire, c'est un salaire fixe ou est-ce qu'il y a une part variable, par exemple, dedans, avec des objectifs à atteindre, avec, je ne sais pas, un nombre de cas à traiter, avec ce genre de choses, ou non, quel que soit le travail abattu, vous avez le même salaire tous les mois. Vous aviez Ça le va, même salaire tous les mois. ça va dépendre de l'entreprise, ça. Moi, D'accord. j'avais une petite part variable qui faisait un bout de mon salaire, mais c'était pas mirobolant. D'accord, donc c'est assez négligeable par rapport, on va dire, à la base Ouais, fixe. c'est ça. Ok.
Et du coup, pour continuer dans cette démarche, on va dire un peu recrutement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des types d'entreprises qui seraient à même de recruter ces profils en tant qu'analyste? Est-ce que c'est plutôt des TPE, des structures de taille moyenne? Est-ce que c'est plutôt des grosses structures? Est-ce qu'il y a plutôt des secteurs comme, je sais pas, la finance, l'industrie, l'éducation, les secteurs publics, les secteurs privés qui vont recruter plus facilement que d'autres dans ces domaines-là? Alors, en recrutement 100% dans l'analyse stock, clairement, bah, il y aura encore les SS2I, hein, enfin on appelle ça Oui, les maintenant. sociétés de services informatiques, ouais, je crois que c'est ESN le ESN terme. maintenant, c'est ça, voilà, c'est ça. Il y a les ESN, en fait, qui proposent des SOC as a service, quoi. Et il y a énormément d'entreprises. Tu parlais de TPE, je pense qu'une TPE, c'est à la limite d'avoir un SOC, hein, mais j'extrapole peut-être trop. Mais des entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la sécu, enfin, qui n'ont pas en tout cas une vocation à se spécialiser dans la sécu. Je dis quelque chose au hasard, ça se trouve, ils en ont un SOC chez eux, mais des Carrefour ou des Auchan, je ne sais pas s'ils ont un SOC. Alors, par Pour expérience, selon, par exemple. je sais que les grandes surfaces en ont certaines. Alors, je ne sais pas ces deux-là parce que je n'ai pas forcément travaillé avec elles, mais je sais que les grandes surfaces, effectivement, ont des équipes de sécurité et des fois des SOC internalisés ou externalisés. Internalisé. Ouais, voilà. Bah, moi, je parle du coup surtout des SOC externalisés. Du coup, les SOC externalisés, tu as fait appel à une entreprise tiers qui va faire le SOC. Donc, bah, ça, c'est une ESN en général qui prend des gens et qui te met des analystes qui vont bosser sur plusieurs boîtes en général pour essayer de les défendre, quoi. Et D'accord. après, sur d'autres entreprises où il y a des besoins d'internalisation pour des raisons de on va essayer de garder la connaissance ou des raisons de confidentialité. J'imagine que le domaine bancaire, le domaine de la pharmacologie, le domaine pétrolier, je ne vois pas ces domaines sans SOC interne, en fait. C'est qu'il y a une telle... Niveau de confidentialité, ouais, effectivement, voilà. que ça Il faut qu'il y requiert ait une d'avoir des équipes internes. opacité. Donc, il faut des internes. Donc, voilà, D'accord. je pense que ces entreprises auront des SOC internes. Et en termes d'évolution possible, une fois que tu as été analyste, quelles sont, on va dire, les voies qui s'offrent à toi derrière en termes d'évolution de carrière? Et ben ça, c'est une grande question. C'est une grande question. J'ai un peu du mal à répondre. C'est que je trouve que l'analyste, à part devenir expert, en fait, il a tellement de compétences partout, il peut tout faire derrière. Typiquement, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je veux changer je vais arrêter là d'être analyste. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer à la sécu? Est-ce que je ne voudrais pas devenir expert Linux parce que j'en avais les compétences? Est-ce que je ne veux pas devenir DevOps, parce que je pouvais le faire aussi, parce qu'à travers mon boulot, je faisais du DevOps tous les jours. Enfin, du coup, en fait, libre à toi de te dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis même posé la question, est-ce que je n'irais pas aller bosser chez Elastic parce que leur solution, maintenant, je la connais par cœur. Ça se trouve, je la connais mieux que des gens chez Elastic. Donc, voilà, je pense que l'ouverture est facile. Juste, il faut se lancer au bout d'un moment. Et voilà, typiquement, D'accord, donc expert effectivement, ouais, ça fait des très bons couteaux suisses qui sont très polyvalents derrière dans les différents métiers. Et justement, si on parle un petit peu de toi, de tes projets pour terminer sur ce mot de la fin, quels sont les choix que tu as faits et aujourd'hui, où est-ce que tu en es et comment tu as fait pour passer de ton domaine où tu es analyste SOC au domaine où tu es actuellement? Alors moi, du coup, je suis revenu à ma genèse de la cyber, hein. Je suis, je suis allé côté attaquant de la force. Donc, voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est d'attaquer mon entreprise de façon légale pour remonter le plus de vulnérabilité possible et faire en sorte qu'on améliore la sécu en challengeant justement la Blue Team, voir s'ils m'ont détecté ou non.
pour améliorer le tout, quoi. D'accord, donc Et oui, j'ai réussi. effectivement, Vas-y. maintenant que tu connais bien les process, on va dire, de sécurité défensive, bah, du coup, tu as, un atout, en tant qu'attaquant, de dire, bah, on sait comment ils détectent, on sait comment ils ont l'habitude de réagir, et ben on va essayer de passer à travers les mailles du filet pour voir comment ils vont s'en sortir. Ouais, c'est un peu de la triche. En vrai, normalement, on te dit quand tu défends qu'il faut savoir toujours attaquer. Mais c'est vrai que quand tu as fait de la défense et que tu te remets à attaquer, tu sais comment ils défendent et du coup, enfin, tu sais ce qui va passer à travers les mailles. Et ben, c'est bien aussi, hein, parce que ça améliore continuellement la défense. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, c'est un cercle vertueux et les deux équipes doivent absolument travailler en cohésion pour pouvoir monter en compétences. C'est ça. En tout cas, bah, je te remercie pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour nous expliquer ton parcours, pour nous expliquer le métier que tu avais. Merci à toi. Pour toutes les personnes qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous en fonction du canal sur lequel ça sera diffusé cette interview. Et j'espère en tout cas que ça va créer des vocations parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faire découvrir tous les différents métiers en cybersécurité qui peuvent exister, que ce soit du défensif, de l'offensif ou même des métiers qui sont plutôt organisationnels, on va dire légaux. Et donc, ça, c'est la première interview d'une grande suite de plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres métiers que vous souhaitez en tout cas voir ou en tout cas que je puisse interviewer pour avoir plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à le mettre ça en commentaire. On se retrouve dans une prochaine interview. Salut à tous!